Après sa visite surprise à Kiev, Joe Biden se rend en Pologne où il doit prononcer un discours très attendu. Vladimir Poutine doit lui aussi s'exprimer publiquement ce mardi. La peur en Turquie et en Syrie, une forte réplique du séisme du 6 février dernier fait au moins 6 morts et plus de 400 blessés. Le président américain est arrivé en Pologne lundi soir après une visite surprise à Kiev auprès de Volodymyr Zelensky. Une visite historique et hautement symbolique pour Joe Biden dans la capitale ukrainienne. Le pays fait face à l'invasion russe depuis bientôt 1 an. Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour cette visite. Les sirènes ont même retenti quelques minutes pendant que les 2 chefs d'État étaient à l'extérieur, à Kiev, sans toutefois provoquer de mouvements de panique. Joe Biden est venu apporter un soutien franc à son allié. Democracy stands. The Americans stand with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say. Le président américain a annoncé des livraisons d'armes et une nouvelle aide de 500 millions de dollars pour l'Ukraine. Cette visite européenne n'est sans doute pas un hasard. Joe Biden doit prononcer un discours à Varsovie ce mardi, alors que Vladimir Poutine doit lui aussi prendre la parole pour une adresse à la nation. Le président américain doit également rencontrer les dirigeants du groupe des 9 de Bucarest, qui comprend d'anciens pays du bloc communiste ayant rejoint l'OTAN. Des entretiens téléphoniques sont également prévus avec les dirigeants britanniques, français et italiens. Les pelleteuses étaient encore à l'œuvre dans les décombres quand la terre s'est de nouveau mise à trembler en Turquie. Une réplique très violente s'est produite lundi soir dans la province d'Hatay, dévastée il y a 2 semaines. La secousse d'une magnitude de 6,4 a provoqué un mouvement de panique et fait au moins 6 morts et 300 blessés. À Antakya, des bâtiments endommagés par le premier séisme se sont effondrés. Au total, plus de 6000 répliques ont été enregistrées depuis le 6 février. Yani insanlar panik oldular. Tabii çok güçlü bir deprem oldu. Bizim de çadırlarımızın bulunduğu yere yakın bir bina vardı. O yüzden daha fazla panik olan insanlar oldu. Engelli ailesinden engelli olan insanlar oldu. Öncesinde böyle bu kadar büyük bir depreme denk gelmemiştim. Hatay'a ben de gönüllü olarak Türkiye İş Partisi ile geldim. Buradaki Afet Koordinasyon Merkezimizde depremzedelere gönüllü olarak yardım ediyoruz. Ya aslında onların yaşadığı psikolojiyi az buçuk anlamış olduk. Çünkü gerçekten inanılmaz korku dolu bir an. Au même moment, au moins 150 personnes ont été blessées dans la région d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie. La violence de la secousse a été ressentie dans plusieurs pays de la région, au Liban et à Chypre notamment. 2 semaines après le séisme meurtrier, l'aide internationale arrive toujours au compte-gouttes dans les régions sinistrées de la Syrie. Plus de 45 000 personnes ont été tuées en Turquie et en Syrie. Les énergies renouvelables représentent-elles vraiment l'avenir du développement humain? L'objectif de la Commission européenne de parvenir à un continent décarboné d'ici 2050 pourra-t-il être atteint? Pour répondre à ces questions, des centaines d'experts se sont réunis à Madrid à l'occasion de la conférence Spirec sur les énergies renouvelables. Pour nombre d'analystes, les objectifs climatiques se heurtent toujours à la volonté politique. Para poder hacer eso hacen falta políticas de innovación y políticas industriales. Hace falta que desde los gobiernos se impulse esa innovación, que no puede ser en todo, sino que hay que elegir en qué áreas queremos especializarnos. Y además, luego tenemos que desarrollar la industria que va a implantar esa innovación, que va a desarrollar productos competitivos, que va a poder vender en los mercados y, por decirlo así, aprovechar esa transición también para generar empleo, para generar competitividad en la industria. Compte tenu des coûts croissants des énergies fossiles et de la nécessité d'atteindre la souveraineté énergétique, les renouvelables apparaissent comme l'une des solutions. Renewable energy can either basically base the whole energy system, economy and society around renewable energy, or produce some part of their energy consumption, cover some part of their energy consumption with local renewables and local energy sources, and then reduce basically the public money or the private money that needs to go into importing fossil fuel. La conférence Spirec de Madrid doit aider les gouvernements à mettre en œuvre leur feuille de route énergétique.
La tension est encore montée d'un cran en Israël. En cause, la réforme controversée de la justice, décriée par l'opposition et la rue qui manifestent depuis des semaines. Cette nuit, la Knesset a fait un pas de plus vers son adoption en votant en première lecture 2 mesures phares qui donneront plus de pouvoir à la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahou et qui visent à affaiblir la Cour suprême du pays. Le vote a été précédé d'un débat au vitriol. Des députés de l'opposition, drapeau israélien autour des épaules, scandant le mot honte à l'attention du gouvernement. Le texte mobilise aussi une forte partie de l'opinion publique contre lui. Des dizaines de milliers d'Israéliens ont à nouveau manifesté hier à Jérusalem. Ils dénoncent une atteinte à la démocratie. Mais pour Benjamin Netanyahou et son ministre de la Justice, ces changements sont nécessaires pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême que le Premier ministre et ses alliés jugent politisés. C'est l'heure du déjeuner au domicile d'Albina Okulova. Cette Ukrainienne de 51 ans a fui son pays juste après l'invasion russe. Elle s'est installée à Potsdam, près de Berlin, en Allemagne, avec sa mère Lyudmila et sa fille Ksenia. Son fils Danilo habite également à Potsdam, où il étudie depuis 2020. Bien qu'elle ait dû quitter son pays, Albina est soulagée d'avoir retrouvé sa famille et reconnaissante de pouvoir vivre en paix en Allemagne. Бо я приїхала сюди в одному спортивному костюмі та з 200 євро в кармані і все. А тепер я спокійна, що моя донька навчається, я маю змогу вчитися і потім працювати. Ce n'est pas la première fois qu'Albina doit repartir à zéro. Jusqu'en 2015, elle vivait et travaillait en tant que médecin en Crimée. Après l'annexion par la Russie, elle s'est réfugiée à Kiev. Sa fille de 15 ans fréquente désormais une classe d'accueil à Potsdam, mais son école et ses amis lui manquent. Yes, it's hard because I'm in new situation, in new country, and it's hard, but I can do it. Albina se rend en voiture dans un bureau gouvernemental à Potsdam où elle doit s'inscrire à des cours d'allemand. Objectif, apprendre la langue le plus vite possible afin de pouvoir travailler de nouveau comme médecin. Mais la bureaucratie est un obstacle pour de nombreux Ukrainiens venus en Allemagne. Мене це без кінця бентежить. Я не можу мати спокій, бо мені постійно приходиться якісь робити папіри, які то закінчуються, то кінець року, і я не маю ніякого спокою, щоб займатися навчанням та вихованням доньки. Plus d'1 million d'Ukrainiens sont arrivés en Allemagne depuis le début de la guerre. Et bien que l'aide gouvernementale s'améliore, il reste des défis majeurs. Le principal problème est la pénurie de logements, notamment dans les grandes villes comme Berlin. Selon l'organisation Witzsche, une association basée dans la capitale allemande qui fournit entre autres une assistance aux réfugiés ukrainiens, les difficultés rencontrées sont nombreuses. Ähnlich ist es zum Beispiel auch mit der Jobsuche und den Schulplätzen und den Kita-Plätzen. Wenn es keine Kita-Plätze gibt, dann können die Mütter zum Beispiel nicht in die Integrationskurse und nicht in die Sprachkurse gehen. Und dann ist das natürlich auch schwierig mit der Jobsuche danach, weil in vielen Bereichen braucht man halt die deutsche Sprache. Pour faire face aux problèmes de logement, les autorités locales ont installé des conteneurs pour les réfugiés. Lyudmila, la mère d'Albina, vit dans l'un d'entre eux. Cette femme de 71 ans s'y accommode. Si ses proches restés en Ukraine lui manquent, elle se sait chanceuse d'avoir un toit et d'être en sécurité avec sa famille en Allemagne. Apprendre loin de chez soi, loin de ses repères, c'est le défi lancé à des milliers de jeunes Ukrainiens réfugiés. Quand cette famille a fui l'Ukraine, il y a près d'1 an, la petite dernière était encore dans le ventre de sa mère Olena. Son grand frère, Mitro, est l'un des 14 000 mineurs arrivés au Portugal. Seuls 32% d'entre eux fréquentent une école portugaise. Один день він був в португальській школі,
Але із-за того, що не було жодного українського хлопчика чи дівчинки, йому там стало дуже сумно, незрозуміла мова, він трішечки злякався. І ми вирішили не травмувати ще далі дитину і все ж таки займатися онлайн в нашій українській школі. Tous les jours, à partir de 6 h du matin, Dmitro, 10 ans, se connecte à un ordinateur et suit les cours à distance. Il arrive qu'il soit interrompu par des bombardements ou des coupures de courant. Souvent, le garçon regrette de ne pas être à l'école en Ukraine avec ses camarades. У мене є друзі в Португалії. Я з ними познайомився, теж українці. Ми з ними познайомилися, коли грали. Та ще я ходжу в українську школу по суботам, і в мене там є друзі. Mais le nombre de mineurs ukrainiens scolarisés en Ukraine reste bas et préoccupe les autorités. L'association des Ukrainiens au Portugal y voit plusieurs explications. Outros explicam que ainda vão acabar este ano letivo na escola ucraniana e depois estudando mais português e no início de setembro já vão para a escola portuguesa. No início do ano letivo, o ministro português da Educação mostrou-se preocupado com o reduzido número de refugiados ucranianos inscritos nas escolas portuguesas. Filipa Soares, Vila Nova de Gaia, Euronews.